Nous trouvons cette édition du Point sur l'actualité avec un coup de fond entre les blocs régionaux, la discussion entre l'Alliance des États du Sahel, AES, le Mali, le Burkina Faso, le Niger et la CEDEAO sont au point mort. L'Alliance du Sahel a exprimé son regret face à ce manque d'avancée au cours notamment d'un rendez-vous du côté de Ouagadougou, confirmant le fossé qui se creuse entre ses voisins ouest-africains. Nous ferons le point sur les enjeux de ce blocage et comment est-ce que l'on peut rêver d'un avenir du côté ouest-africain. Qu'est-ce que cela pourrait apporter? Est-ce une gêne au niveau notamment du flux des personnes et des biens? Mais notre thème principal de ce soir, quoique toujours en Afrique de l'Ouest, sera consacré à la crise du côté de la Guinée-Bissau après le coup d'État. Une bonne nouvelle, on peut le dire, est venue apaiser la situation. Le président Umaro Sissoco Embalo est sain et sauf et se trouve actuellement au Sénégal, même s'il est parlé de transit pour aller du côté notamment du Maroc. Effectivement, la CEDEAO se prépare donc désormais à dépêcher une mission de médiation de haut niveau et le rôle de Dakar s'annonce clé dans cette résolution. Quelle sera la feuille de route de façon beaucoup plus pratique et palpable des médiateurs? De quoi vont-ils parler au cours de ce rendez-vous? Qu'est-ce qui est caché au moment où certains indique et parfois évoque que ce serait une sorte de voile qui a été donc fait du côté de Bissau. Madame, Monsieur, bienvenue donc. Voilà la dorsale du Point sur l'actualité, édition de ce 28 novembre 2025. C'est un plaisir renouvelé, Madame, Monsieur, d'être en votre compagnie sur les antennes de For You Media Africa pour cette nouvelle édition du Point sur l'actualité. L'Afrique de l'Ouest est au cœur de cette soirée avec notamment le blocus entre les deux principales organisations de ce côté, l'AES et notamment la CEDEAO, au cours notamment d'une rencontre des ministres des Affaires étrangères du côté de Ouagadougou. Le ministre du Mali des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, qui présidait la rencontre, a eu à regretter notamment le retard et le point mort de relations entre la CEDEAO et l'AES, indiquant bien sûr que la main avait été tendue, mais du côté de la CEDEAO, rien n'est fait encore jusqu'ici. Pourtant, lors du dernier sommet, il avait été bien sûr indiqué par l'organisation sous-régionale de la CEDEAO de pouvoir engager toujours la relation et les discussions avec l'AES. Est-ce que ce blocage, si on peut l'appeler ainsi, pourrait notamment perturber la quiétude des populations ouest-africaines, notamment la circulation des biens et des personnes? Qu'est-ce qui peut en être notamment les véritables enjeux? Nous tenterons de parler au cours de ce rendez-vous et toujours en Afrique de l'Ouest, le coup d'État de la Guinée-Bissau, des évolutions bien sûr observées. Jeudi, une réunion extraordinaire s'est donc tenue avec les présidents de cette organisation par visioconférence de part de tous les côtés. Non sans condamner notamment ce coup d'État, mais des mesures urgentes ont été prises, notamment une convocation d'une médiation de haut niveau qui devra se rendre du côté de Bissau. L'objectif, bien entendu, on ne connaît pas encore les véritables détails, mais il va falloir indiquer que ceci pourrait aller dans le cadre du rétablissement de l'ordre constitutionnel et par la même occasion, la CEDEAO a donc eu à suspendre la Guinée-Bissau de toutes les instances de la CEDEAO jusqu'à ce que l'ordre constitutionnel soit bien sûr remis. On peut également observer que le Sénégal a eu à jouer un enjeu majeur au cours de cette rencontre, notamment avec la sortie du président Bassirou Diomaye Faye qui a donc eu à affréter un avion spécial pour l'opération spéciale d'exfiltration notamment des personnalités qui étaient impliquées de ce côté, notamment le président Umaro Sissoco Embalo qui se trouve donc sain et sauf en terre sénégalaise, mais également ses compagnons et aussi d'autres acteurs
politique avec qui les discussions, bien sûr, ont été faites. On rappelle que juste au lendemain, notamment de la prise de pouvoir par les militaires, c'est le général-major Anta Tam qui est désormais le nouvel homme fort de Bissau. Qu'est-ce qui sera donc comme enjeu majeur de ce côté? Quelle sera la véritable feuille de route des présidents qui seront bien sûr engagés plus loin pour la médiation? On peut déjà notamment les évoquer. D'ailleurs, vous aurez la liste complète de ces dirigeants qui vont aller du côté de la Guinée-Bissau. Mais alors, qu'est-ce qui devra en être? Devrait-on avoir une véritable transition ou encore un retournement de situation? Nous tenterons d'explorer toutes ces différentes questions au cours de ce rendez-vous. Ils sont 4, d'ailleurs tous ont répondu présent. Nous allons commencer par ceux-là qui sont éloignés de nous géographiquement. D'abord avec nos sincères salutations et puis notre fraternité à Chiolo Lawson depuis Manitoba au Canada. Il est le leader des pyramides panafricaines et puis il est analyste politique. Ça fait un moment, Chiolo. Bonsoir. Bonsoir, M. Font. C'est toujours un plaisir d'être sur votre plateau. Je salue tous mes co-panélistes. Je salue la direction de Forum Média et tous les techniciens qui, dans l'ombre, avec leur magie, permettent, grâce à l'ubérisation de la communication pour nous qui sommes en Amérique du Nord, d'être branchés à l'émission phare du panafricanisme sur le continent. Je salue tous les panafricanistes, tous ceux qui sont branchés à cette émission. C'est toujours un plaisir d'être sur votre plateau et partager notre grille de lecture de la politologie en convoquant le juste, c'est-à-dire la philosophie, le beau, l'art et la vérité, le vrai. C'est la science comme angle d'analyse, de grille de lecture de l'actualité politique. Merci pour votre invitation. Merci également à vous, cher monsieur, d'avoir accepté de prendre part à ce rendez-vous ce soir. Autre personne, bien sûr, qui est également éloignée de nous, mais connectée grâce à la magie, notamment des ondes et puis des réseaux. C'est également quelqu'un qu'on ne présente plus sur les plateaux de For You Media Africa, Nabaloum Abdoulaye, un digne fils du Burkina Faso, de Ouagadougou, le pays des hommes internes, mais surtout de l'AES. Il est le président de la CAMPAO, la Confédération africaine des mouvements panafricains de l'Afrique de l'Ouest. Cher monsieur, bonsoir, bienvenue Nabaloum. Bonsoir le frère. Bonsoir au doyen Chiolo Lawson. Bonsoir également aux co-panélistes certainement qui vont se joindre à nous. Bonsoir également va à l'endroit de la direction générale de For You Media, l'ensemble des techniciens et tout le personnel qui inlassablement contribue de façon efficace et dynamique à cette communication, à cette voie de libération de l'Afrique. Soyez-en remerciés, que vraiment la main du Tout-Puissant étende toute sa grâce, sa bienveillance et sa clairvoyance sur vous tous et tout le travail que vous faites, que vous en soyez remerciés. Également, permettez-moi d'adresser mes civilités à l'ensemble des peuples de l'AES et un vibrant hommage aux forces de défense et de sécurité qui inlassablement se battent de jour et de nuit pour contenir ces groupes terroristes et maintenir la quiétude pour les populations et l'ensemble des actifs de cette zone de l'Afrique. Aussi, permettez-moi d'indiquer mes vifs encouragements et vraiment mon ferme soutien à l'ensemble des leaders qui forment l'AES, notamment leurs excellences, le capitaine Ibrahim Traoré, le général Assimi Goïta, le général Tchani, qui, de leur ferme volonté également, ont fait le vœu de libérer ces pays, ont fait le vœu de pouvoir accompagner et soutenir cette dynamique population qui était vraiment dans des situations difficiles, qui aujourd'hui donnent l'espoir et une lueur vraiment que le développement est possible d'une autre façon que le monde impérialiste nous a fait comprendre jusqu'alors.
Encore merci à vous pour cette invitation. Merci à vous, cher monsieur, d'avoir accepté de prendre part à ce rendez-vous. Autre invité au cours de cette émission, Thomson Héran, qu'on ne présente plus. Il est panafricaniste. Il nous fait l'honneur d'être avec nous dans ces multiples programmes. Thomson, bonsoir, bienvenue. Merci, Florent. Je salue la galaxie panafricaine, je salue l'auto-management de cette chaîne qui a bien voulu qu'on soit là présent ce soir pour parler des questions de l'Afrique. Vous savez, aujourd'hui, l'Afrique a besoin des leaders, l'Afrique a besoin des voix, n'est-ce pas, dissonantes. Je veux parler de l'Afrique insoumise parce que vous voyez, l'Afrique a toujours été, je veux dire, la cible des suprémacistes. Donc aujourd'hui, nous sommes là pour dire non à cela. Plus jamais ça. Je salue mes co-discutants qui sont là, notamment mon jeune frère que vous allez présenter tout à l'heure. Donc merci une fois de plus de m'avoir invité. Merci également à vous. Et puis nous allons sortir par présenter donc Dr Essoussé Bamok qui décidément j'ai bien envie de savoir à quel moment est-ce qu'il se couche. Il était avec nous hier sur le plateau de For You Media Africa. En cette matinée également du côté de la radio For You Radio, il était avec nous et puis il a bien voulu apporter encore sa contribution ce soir avec nous dans le cadre de Points sur l'actualité. Dr Essoussé qui est universitaire, géostratège, spécialiste des relations internationales et également sécurocrate. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir Florent. Vous savez que les hommes en tenue disent que le terrain impose sa manœuvre. Et que on peut bien concocter, n'est-ce pas, un dispositif sur, comment on dit, dans les unités, et qu'on arrive sur le terrain vous impose une manœuvre. Donc, certainement, le terrain de For You m'a imposé une manœuvre. Donc, quand je l'ai dit, on peut comprendre que je me couche quand même, je dors et je consacre. En fait, j'ai toujours dit que lorsque on décide de faire une lutte et que on est sérieux dans ce qu'on fait, on a trouvé toujours du temps pour déployer, n'est-ce pas, les méthodes, on trouve du temps, n'est-ce pas, pour s'approvisionner de toutes les armes, parce que vous savez, le monde aujourd'hui va vite. Nous sommes dans un monde qui va extrêmement vite. Et le monde va vite. Dès que vous dormez, vous perdez complètement la vitesse. Et dès que vous perdez, vous permettez à l'ennemi de prendre le dessus sur vous. Vous savez que nous menons une lutte où les impérialistes changent de disque. Chaque jour qui passe, n'est-ce pas, ils développent des stratégies. Et c'est à nous d'être vigilants et de développer des contre-stratégies pour pouvoir arrêter, n'est-ce pas, leur course. Et c'est ce que nous faisons. Nous ne trouverons pas du sommet jusqu'au moment où, n'est-ce pas, nous rendrons compte de ce que l'Afrique a entièrement compris. Et c'est ça qui nous motive, c'est ça qui nous donne des forces. Donc, nous sommes là. Ce soir, nous voulons saluer tous nos discutants à distance. Je n'ai pas trop retenu les noms, mais nous sommes avec eux et nous sommes toujours heureux de nous rencontrer et de savoir que les enfants de l'Afrique mènent une même lutte et luttent pour les mêmes causes. Bon, pour mon grand frère Thomson, c'est un honneur. Vous savez, quand je suis arrivé et que vous m'aviez dit qu'il est là, je vous ai dit waouh! Si le grand, je n'ai même pas su que c'est la vérité. Sinon, je lui aurais dit envoyer le bonjour avant pour qu'il ne me tire pas les oreilles que mes petits, je n'étais pas senti depuis. Donc, c'est une façon de dire que nous sommes heureux toujours d'avoir des aînés qui pensent à nous et qui de temps en temps prennent de nos nouvelles, nous recadrent, nous disent que petit, voilà. Et c'est sur des empreintes de pas qui laissent que nous nous posons les nôtres, parce que nous sommes ceux qui mènent une lutte digne, une lutte honorable, et nous devons marcher sur ces empreintes. Maintenant, nous allons saluer nos téléauditeurs, nous les avons salués le matin, maintenant nous allons leur adresser le bonsoir.
et leur dire qu'ils se rassurent que nous serons toujours à la hauteur de leurs attentes, sans toutefois oublier nos fan clubs. Voilà. Notre ami Sango de Dokoti et notre fan club au Carrefour Bensikine. Voilà, Carrefour Bensikine, c'est bien sûr une localisation, un lieu qui est situé dans le 2e arrondissement de la ville de Douala. Monsieur, puisque nous sommes pareils, on va aller directement. Et puis, Nabaloum Abdallah, on ouvre avec vous. C'est bien sûr à Ouagadougou que les ministres des Affaires étrangères se sont retrouvés pour leurs travaux, préparer donc la grande rencontre des chefs d'État des pays de l'AES dans les prochains jours. Mais on a quand même pu observer qu'au côté, on pourrait évoquer cela également au cours de ce sujet, au côté de l'autonomie financière que l'AES envisage en allant bien sûr pour financer elle-même à partir notamment des efforts du dynamisme confédéral, la banque de l'AES. Il y a ce dialogue-là entre l'AES et la CEDEAO qui piétine et les ministres expriment un profond regret. Quel est bien sûr à votre niveau, vous qui êtes sur le terrain, sur place, comment est-ce que vous analysez cette question, ce ralentissement-là, voire ce frein même des discussions entre la CEDEAO et l'AES? Alors, effectivement, avant de répondre à cette question, il est important de reconnaître tout le dynamisme et les efforts consentis par les hauts fonctionnaires de l'AES, leurs excellences, les ministres des Affaires étrangères, qui en tout cas écument l'actualité régionale, internationale, à travers cette belle création qu'est la Confédération des États du Sahel, AES. Et depuis lors, que ce soit des sommets sous-régionaux ou en tout cas les grandes foires ou rencontres internationales, ces excellents ministres des Affaires étrangères n'ont pas manqué toujours de signaler non seulement la présence de l'AES, mais aussi son point de vue et sa vision quant à s'implémenter comme une institution à part entière. Alors, si on va comparer effectivement l'AES à la CEDEAO, pas une comparaison, je vais dire, mais le dialogue qui devrait en tout cas régner ou exister entre la CEDEAO et l'AES, je pense que si mon compte est bon, il y a eu 2 ou 3 rencontres effectivement dans le sens de pouvoir concilier les positions entre la CEDEAO et l'AES. Et bien entendu, jusqu'à présent, ça va faire maintenant peut-être 6-7 mois qu'on n'a plus d'informations sur une quelconque rencontre ou intention que ces 2 positions-là mènent des discussions. Alors, les propos vraiment tenus par nos ministres des Affaires de l'AES rassurent quant à leur ferme volonté, effectivement, de pouvoir engager un dialogue, de pouvoir, en tout cas, créer le cadre qui permet non seulement la collaboration, les échanges entre les États de la CEDEAO et les États de l'AES, et entre les peuples de la CEDEAO et les peuples de l'AES. Et je pense que cette situation corrobore de ce qu'ils ont toujours dit par le passé depuis cette fracture, cette rupture qui a été née. L'AES n'a jamais fermé la porte à la CEDEAO. Au contraire, c'est la CEDEAO qui traîne les pas pour organiser un quelconque dialogue, une quelconque circonstance de conciliation ou de rapprochement des positions. Et ce rappel fait par les ministres des Affaires étrangères conforte effectivement cette façon de faire, cette volonté que nous sommes un espace et nous devons trouver le cadre qui puisse véritablement engager nos nations et engager nos peuples. C'est cela le but même de ces institutions, c'est cela le but de diriger en tout cas un espace, un pays. Donc aujourd'hui, quand on regarde aussi le comportement de la CEDEAO, on regarde que la CEDEAO est en léthargie avec beaucoup de mots, si on peut le dire ainsi. Il y a le coup d'État à Guinée-Bissau qu'on va nous parler très bientôt.
Il y a aussi le coup d'État constitutionnel qui s'est produit en Côte d'Ivoire avec les élections de Alassane Dramane Ouattara. Il y a bien d'autres situations comme ça dont la CEDEAO vraiment semble incapable de pouvoir se prononcer fermement et dignement en tant qu'organisation et s'assumer pleinement pour prendre position sur des faits ou en tout cas des situations politiques, géopolitiques. Je pense que c'est l'ensemble de ces points qui donnent vraiment du fil à retordre aux dirigeants, non seulement des pays qui forment la CEDEAO, mais aussi les hauts fonctionnaires qui sont regroupés au sein de cette institution, principalement basée au Nigeria. On se rappelle effectivement les enlèvements faits au Nigeria dont la CEDEAO est revenue sur ces quelques bribes. Mais ce qui retient véritablement mon attention, c'est un point particulier qui est récemment les attaques de ces terroristes au Mali où la CEDEAO avec l'Union africaine ont semblé vouloir engager la communauté internationale sur une force et sur une éventuelle force à pouvoir intervenir dans la zone AES. C'est vraiment regrettable que jusqu'à aujourd'hui, nos dirigeants ou les dirigeants de certains pays ne voient pas l'occasion, la possibilité qu'en tant qu'Africains, on puisse se parler, on puisse se causer, se parler vraiment droit dans les yeux, en toute sincérité et en toute vérité pour les problèmes, les contraintes que nous vivons ensemble. Et qu'il faille véritablement s'engager dans un processus ou en tout cas dans une dynamique internationale avec des acteurs qu'on ne maîtrise pas. C'est cela aussi ce que l'un des problèmes posés ou des difficultés posées par les dirigeants de l'AES, indiquant clairement que la CEDEAO est une institution infestée par l'impérialisme international, par d'autres groupes d'intérêts qui fait que cette institution n'est pas assez indépendante, n'est pas fortement indépendante pour créer et organiser la politique, l'économie et le développement de cet espace qu'est la CEDEAO. Donc aujourd'hui, c'est vraiment une fierté que nos leaders donnent de la voix pour indiquer toujours leur ferme vision affichée et que maintenant, on espère que effectivement des discussions pourront ressortir et pour qu'on recrée un cadre nouveau parce que c'est ce que nous pensons aussi que la vision de nos dirigeants de refonder la CEDEAO est un impératif, est une nécessité fondamentale qui, en tout cas, nous souhaitons que ça puisse aller dans ce sens. C'est en cela que nous pourrons reconnaître en cette organisation une institution qui puisse impulser la politique, le développement et l'économie de cet espace. À vous, Nabaloum. Je vais poursuivre avec vous. Chez Lulosson, sur les enjeux notamment de cette discussion qui n'avance pas entre la CEDEAO et notamment l'AES qui regrette, affiche un profond regret que les choses n'aillent pas pour le mieux. Vous avez suivi Nabaloum tout à l'heure qui, au cours notamment des attaques qu'avait subi le Mali, on aurait cru voir que la CEDEAO et puis l'Union africaine voulaient engager des actions peut-être qui pouvaient davantage permettre à corroborer. Qu'est-ce qu'on doit comprendre aujourd'hui? Est-ce que la CEDEAO ne voudrait plus collaborer? C'est quoi le problème? Pourquoi l'AES semble être beaucoup plus, je vais dire, pas mendiante dans le sens de mendier quelque chose, mais vouloir, dans l'esprit de la fraternité, la confraternité africaine, mais surtout également pour le compte des biens et des personnes, exprimer cette situation qui semble ne pas, parce que quand on observe quand même, et Nabaloum Abdou le disait, 7 à 8 mois, il n'y a aucune réaction du côté de la CEDEAO. Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Ben, je pense que ce qu'il faut comprendre essentiellement, c'est le conflit au sein entre la CEDEAO et l'AES. Ce conflit convoque quand même
des paramètres contextuels, mais également la dynamique interne qui s'ébranle depuis la volonté des pays de l'AES d'aller vers la rupture, je dirais même la fracture avec le système néocolonialiste de la France-Afrique qui, depuis une soixantaine d'années, maintient sous une forme de pression, mais également d'oppression, les pays africains les exploitent et leur enlèvent leur colonne vertébrale, d'une certaine manière. Et donc, depuis cette volonté d'aller vers la rupture avec le système france-africain, eh bien, il y a cette fracture ontologique qu'il faut toujours mettre en perspective à chaque fois qu'on veut analyser le conflit entre la CEDEAO et les pays de l'AES. Les pays de l'AES ont décidé de couper ce cordon ombilical de vassalité vis-à-vis des puissances occidentales qui considèrent un peu l'Afrique, encore l'Afrique de l'Ouest, comme leur précaré. Et en fonction de leurs influences, ils déterminent, n'est-ce pas, les gouvernances, qui va être président, quelle politique, et également un contrôle. C'est l'architecture, excusez-moi. Chez Lou, le son étant bien sûr de pouvoir ranger son appareil, et il s'est vu un peu pris par la date selon laquelle l'homme crée souvent la machine et la machine lui le trahit souvent. Peut-être en attendant que chez Lou Lawson vous nous rejoignez, Thompson et On, vous allez prendre... Oui, chez Lou, allez-y, puisque vous êtes derrière lui, allez-y. Je suis désolé pour cette interruption. Alors, je disais que nous devons voir un peu au niveau de l'architecture, n'est-ce pas, de l'écosystème qui conditionne le conflit d'abord. Et ce conflit, c'est la volonté justement des États de l'AES d'aller vers la rupture, la fracture ontologique avec ce système, cette architecture de domination néocolonialiste imposée aux Africains depuis une soixantaine d'années. Ça, c'est le premier élément qu'il faut avoir à l'esprit. Le deuxième élément, le choix idéologique des pays de l'AES d'assumer leur souveraineté. Et cette souveraineté détermine par la suite leur posture, leur politique par rapport à l'économie, par rapport à la sécurité, par rapport à la gouvernance. Alors, c'est là qu'il faut voir les points de fracture, puisque les points de fracture, bien évidemment, divisent les deux camps. D'un côté, l'AES qui se veut souverain, qui se veut libre, en tant que peuple, en tant qu'espace politique, en tant que nouvelle invention de gouvernance qui prend en considération le bien des populations, le bien des Africains. De l'autre côté, eh bien, je dirais une forme d'organisation de vassalité qui contrôle tous les agrégats politiques, économiques, et donc des Africains se font un peu comme je dirais, des valets locaux de cette France-Afrique. Donc, c'est là où il y a le casus belli. Sur le plan idéologique, la CEDEAO veut appliquer le protocole de retour à l'ordre constitutionnel, alors que l'AES refuse l'ingérence et revendique le droit de fixer ses propres priorités nationales. Donc déjà là, au niveau justement idéologique et normatif, il y a un fossé. Sur le plan sécuritaire, les États de la CEDEAO font face à une menace terroriste croissante. Les gouvernements sahéliens estiment que l'approche régionaliste ou internationaliste n'a pas fonctionné, avec l'échec de l'ONU, l'échec des différentes missions de la France, que ce soit les différentes missions militaires en France, tout ça a échoué. Et donc, pour les États de l'AES, ils estiment aujourd'hui que la priorité, c'est de pouvoir mettre en place une politique sécuritaire décidée, contrôlée par les États de l'AES. Et pour cela, il faut qu'ils changent les partenaires, qu'ils puissent faire des alliances gagnant-gagnant
un nouveau deal avec les gens qui sont capables de mettre à leur disposition la capacité, la puissance de feu dont ils ont besoin pour régler le problème du terrorisme, puisque de l'autre côté, l'ONU avec la CEDEAO, tout ça ont échoué sur tout le plan. Ce qui les amène à diversifier leurs partenaires avec la Russie, avec l'Iran, avec la Turquie, etc. Et là aussi, ça crée sur le plan géopolitique une nouvelle fracture, puisque on a un monde capitaliste anglo-saxon aligné sur une forme d'exploitation et de domination, et de l'autre, un monde qui prône le multilatéralisme avec une forme d'indépendance contre cette imposition, cette injonction à cette forme de domination où on pense le monde de façon européocentrée, alors que la Russie, avec les BRICS aujourd'hui, pousse vers une dynamique où le curseur quitte un monde unipolaire vers un monde multipolaire. Donc, cette vision du monde vient également à avoir son impact sur la crise et le choix des pays africains à aller vers cette rupture avec ce système de domination. Enfin, nous avons les États côtiers, le Togo, le Bénin, la Côte d'Ivoire, qui sont encore dans la CEDEAO, mais qui sont préoccupés par les perturbations économiques et donc qui sont un peu à la base arrière de tout le dispositif mis en place par la France-Afrique, par les Américains, pour bloquer ou en tout cas contenir la présence de la Russie, qui est l'ennemi numéro 1 des États-Unis en termes de géopolitique quand on se réfère sur la doctrine Monroe. Partout, les Russes sont, il faudrait que les Américains arrivent et essaient de les contenir. Hier, c'était le communisme. Aujourd'hui, c'est Poutine dangereux, etc. Mais derrière ça, il y a une bataille idéologique d'influence, de contrôle des ressources, parce que celui qui contrôle l'Afrique, contrôle ses ressources, contrôle les terres rares, aura une ascendance sur l'économie décarbonée de demain. Et là aussi se joue la puissance économique, la puissance de demain. Alors enfin, cette crise ne peut pas se résorber puisqu'on se ramène toujours à la case de départ. D'un côté, ceux qui veulent l'indépendance, la liberté. De l'autre côté, ceux qui veulent rester au biberon d'une forme de vassalité et de France-Afrique. Alors comment allons trouver une solution dans ça puisque les deux positions sont dramatiquement séparées. Alors la solution, tout simplement, c'est le bon sens. Le bon sens, c'est de trouver un couloir, n'est-ce pas, de cohabitation à long terme entre les deux ensembles, puisque les tenants de la CEDEAO veulent se maintenir sous cette forme de pression de la France-Afrique. On ne voit pas Ouattara changer, ni Fodia Singé, ni Talon. Donc, c'est des gens qui sont accrochés à une façon de penser, à une forme d'aliénation imposée aux Africains depuis les 60 dernières années. Et de l'autre côté, des Africains comme le président Ibrahima, comme le président du Niger ou encore le général Assimi Goïta, qui ont compris qu'il faut absolument revenir aux fondamentaux, assumer sa liberté, son indépendance. Donc, ces deux concepts, ces deux visions sont diamétralement difficilement conciliables. Donc, de ce point de vue, il faut tout simplement trouver un pouvoir qui permet une cohabitation entre les deux ensemble en privilégiant, n'est-ce pas, les intérêts des populations. Mais on n'en est pas là puisqu'on apprend par exemple que le nord du Ghana, les Américains débarquent toute une armée avec des armes et munitions. On apprend des bases militaires au Burkina Faso, des bases militaires au Burkina. Et donc tout ça crée un genre de désordre et qui, à mon avis, complique la situation jusqu'à présent. Donc, de mon point de vue, il faut plutôt tabler sur cette forme de cohabitation qui va au moins sauvegarder l'intérêt des populations riveraines et créer les conditions de la paix dans la sous-région pour ne pas se laisser instrumentaliser par des puissances extérieures qui veulent déstabiliser la sous-région et imposer leur domination et surtout leur système d'exploitation à travers des Africains qui sont complètement aliénés.
Merci à vous, chez Lawson. Thompson et quand on écoute chez Lawson, il a fait justement le tableau, ce qui est à l'origine notamment de ce blocus, c'est le fait des idéologies qui font en sorte aujourd'hui que la CEDEAO et l'AES devraient, l'AES veut dire la CEDEAO est au point mort, mais davantage, est-ce que lorsque l'AES aspire ce profond regret, on tente de comprendre quand même au fond que l'AES n'a pas coupé le cordon comme l'a indiqué Nabaloum Abdoulaye dès le départ. L'AES n'a jamais été à marge, notamment de bons rapports avec les peuples frères de la CEDEAO, mais voulait s'assumer, voulait avoir une vision autre et différente pour traiter avec les puissances impérialistes. Oui, mais moi je pense que regret, comme si c'était une surprise, pour moi ça ne l'est pas. Parce que vous savez très bien que la CEDEAO avait infligé des sanctions aux États de l'AES par rapport à leur façon de penser qui est différente. Notamment, la différence est que la CEDEAO pense, je veux parler des États de l'AES, ils pensent, n'est-ce pas, à la souveraineté véritable des États africains. C'est-à-dire penser à l'Afrique, construire l'Afrique selon les aspirations des peuples. Alors, quand la CEDEAO prend des décisions, je me pose la question, si la CEDEAO est là pour les populations, est-ce que les populations des États de l'AES ne sont pas derrière les dirigeants? Je dis oui, ces populations sont derrière les dirigeants, notamment soutiennent les forces de défense qui vivent au quotidien pour la défense de leur territoire aérien et terrestre, pour que ces pays soient totalement libres. Alors, qu'est-ce que la CEDEAO fait? Qu'est-ce que la CEDEAO a toujours fait? La CEDEAO est dans une posture de l'impérialisme occidental qui refuse, n'est-ce pas, de voir ces trois pays se libérer, n'est-ce pas, de l'impérialisme. Et ça pose un problème parce que pendant que nous, dans le panafricanisme, nous voulons que ces pays rejoignent, n'est-ce pas, les États de l'AES dans leur confédération déjà, parce que nous tendons vers les États-Unis d'Afrique. Alors, mais la CEDEAO, au contraire, reste dans une logique occidentale où nous, on a dit que la CEDEAO ne peut pas dire autre chose que ça. Parce que pendant que les États de l'AES ouvrent les portes, attendent à ce que les autres pays viennent les rejoindre dans la dynamique véritable de la libération des peuples, des pays africains, la CEDEAO est en train de dire non, ne partez pas. Donc c'est comme si on demandait à quelqu'un de porter sur la tête son vélo, pourtant il peut l'utiliser pour se déplacer rapidement. Donc soit on demande à quelqu'un qui marche bien, on dit non, laisse-toi tenir par la main par celui-là parce qu'il voit mieux que toi, ou soit il peut marcher plus vite que toi. Mais là, ça pose un problème. Parce que l'Afrique est libre, l'Afrique a besoin d'avoir des leaders qui peuvent décider par rapport à l'avenir de l'Afrique, construire, n'est-ce pas, l'Afrique. Mais regardez la CEDEAO. Quelle a été la décision de la CEDEAO après le coup d'État en Guinée-Conakry? Est-ce que la CEDEAO a martelé comme elle a fait par rapport aux États de l'AES? Je dis non, justement parce qu'il y a 2 poids 2 mesures. Nous savons que la CEDEAO n'a jamais pris des décisions allant dans le sens des peuples, mais prend plutôt des décisions par rapport aux intérêts de l'Occident. Parce que voyons-nous, si nous sommes aujourd'hui dirigeants, c'est pour amener le peuple dans le changement et dans, n'est-ce pas, la vie meilleure qui est celle de construire l'Afrique, l'industrialiser. Mais si aujourd'hui vous pensez que c'est plutôt les hommes qui devraient dire des choses et changer, non, mais moi je pense qu'il y a un problème. Il y a un problème. Donc, soyons sérieux, il ne faudrait pas que les États de l'AES s'attendent à quelque chose de plus que ça, parce que les sanctions étaient toujours maintenues jusqu'à ce que les États de l'AES sortent de cette histoire officiellement en janvier 2025. Mais jusque-là, la CEDEAO leur a donné 6 mois de réflexion pour revenir. Vous comprenez? Ça veut dire qu'ils ne sont même pas dans l'idéologie de laisser les États de l'AES tranquilles. Non, ils sont en train de faire tout pour asphyxier, n'est-ce pas, ou soit pour tuer dans l'œuf
ces prémices, n'est-ce pas, du panafricanisme que nous sommes déjà en train de regarder. Au lieu d'encourager ces pays, parce que les États de l'AES ont un projet, notamment la monnaie. Alors, au lieu d'encourager ces pays et dire, non, voilà ce que vous êtes en train de faire, c'est très bien pour la libération de l'Afrique, voilà, nous allons vous suivre peu à peu, mais ils sont plutôt en train de tout faire pour détruire ces pays. Mais moi, je me demande, pour qui travaillent ces dirigeants? Notamment Nana Akufo-Addo, qui est aujourd'hui le président de la CEDEAO, mais qu'est-ce qu'il pense par rapport aux peuples africains? Aujourd'hui, nous sommes en train de parler à l'Afrique. On dit, on ne parle plus des individus, on ne parle plus des pays, on ne parle plus des pays individuels, on parle maintenant des projets qui visent, n'est-ce pas, à l'union des États africains. On ne parle plus des micro-États. Nous sommes en train de parler des pays qui doivent se mettre ensemble. Donc, chercher à couper ou soit casser la dynamique de la CEDEAO, pour moi, ça pose un problème. Il faudrait, et c'est ce qu'on ne cesse de dire aux trois présidents, n'est-ce pas, de la CEDEAO, d'avoir des projets pour l'Afrique en général, et non rester tout simplement à penser que ces trois pays pourront peut-être faire très, très, très long feu. Donc, moi, je dis, aujourd'hui, il faudrait que les États de l'AES se mettent résolument au travail sans regarder ceux qui sont à côté. Parce que, moi, je dis, si ils veulent à chaque fois revenir vers là où ils sont sortis il y a quelques mois seulement, ou soit, à chaque fois, on dit, vous avez une main tendue, vous attendez, n'est-ce pas, un autre son de cloche. Pour moi, c'est comme si vous n'étiez pas prêt par rapport à ce que vous avez pris comme décision. Vous en êtes sorti, comme par le passé, dans la francophonie, dans un certain nombre de choses. Mais aujourd'hui, si vous avez dit, vous allez rompre avec le franc CFA, mais c'est un projet. C'est un projet. C'est penser à l'Afrique. C'est penser à construire l'Afrique. Mais maintenant, pensez que la CEDEAO va vous laisser, là où vous en êtes sorti hier, va vous laisser faire ce dont vous avez envie de faire. Mais pour moi, ça pose un problème. Donc, il faut que les États de l'AES soient prêts à fonctionner d'abord comme ça. Parce que moi, je dis, quand on décide, n'est-ce pas, de rompre, quand on décide de créer une fracture, il faudrait que cette fracture soit saignante et qu'elle reste ouverte, que tout le monde entier puisse voir. Chercher à jouer ce genre de jeu, moi je dis, ces gens-ci ne vont pas laisser tranquille. Donc, il faudrait que ces gens soient résolument décidés de travailler d'abord en interne seul, parce qu'on a des problèmes, mais attendre que la CEDEAO leur tende la main là maintenant, pour moi, c'est pas sûr, parce que la CEDEAO ne décide pas. Nous, on a dit que cette CEDEAO doit être vraiment je veux dire cassée, ça veut dire ne parlons même plus de la CEDEAO, parce que quand on parle de la CEDEAO, c'est vrai que dans sa définition, c'est pour les peuples, c'est pour l'échange, l'économie des peuples et tout ça, mais quand vous regardez la fonctionnalité, c'est comme si cette CEDEAO attend seulement que l'Europe ou soit l'Union européenne se prononce pour qu'elle puisse travailler. Donc, moi je dis aux États de l'AES de rester focus dans le projet de l'Afrique, parce que c'est ça qui nous intéresse. Et nous, on dit, on aura des leaders. On aura les leaders comme Ibrahim Traoré, comme Tiani et comme Assimi Goïta, qui les rejoindront pour le projet de l'Afrique, parce que l'Afrique, c'est un projet. Et nous, on dit, parce que l'Afrique est en train de se lever, l'Afrique est debout. Ce que vous faites ici à For You Media, c'est le travail de l'Afrique. Parce que nous sommes là pour informer, pour dire aux populations que n'écoutez pas les chaînes mainstream, parce que vous allez entendre les gens parler de tels pays qui sont ci, qui sont ça, et que vous êtes derrière. Moi, je dis c'est un problème. Le prix de la liberté, c'est la souffrance. Oui, les États de l'AES souffrent le martyre pour le moment. Il y a des difficultés de s'en sortir, mais nous, on est là derrière. Le peuple aussi est derrière leur armée. Le peuple dit non, vous avez un projet pour nous. Nous, on va vous soutenir, on ne va jamais se lever en disant que non, nous sommes désespérés, on veut rentrer dans cette affaire. Donc c'est pour ça que je dis que le peuple doit nous servir doit servir de carburant à ses leaders.
Parce que nous sommes là tous les jours, on s'évertue. C'est vrai, nous ne cessons de décrier. Pendant que nous sommes là, docteur, mais je vous rappelle qu'on a des frères qui sont assis dans des bars, en train de s'empiffrer, en train de s'enivrer. Ils ne pensent même pas à l'Afrique. Ils ne pensent même pas à ce qui est en train de se passer. Mais quand vous allez venir, leur dire non, on a dit dans telle chaîne comme ça, ils se lèvent, oui, non, on ne veut pas, machin, sans comprendre, n'est-ce pas, le fondement de l'information, ou soit vérifier même l'information. Donc nous disons aux Africains de s'éduquer, de s'informer et d'avoir la vraie information. Je dis bien la vraie information parce que en Afrique, il y a des chaînes comme For You, il y en a des chaînes panafricanistes qui donnent, n'est-ce pas, la vraie information aux peuples africains parce qu'aujourd'hui, c'est la révolution de l'Afrique. L'Afrique doit être debout. L'Afrique doit soutenir les États de l'AES. J'apprécie déjà ce qui s'est passé au Burkina Faso avec les paroles de Ibrahim Traoré qui a parlé aux femmes et qui a dit que notre projet, c'est vous. Que pouvons-nous faire sans vous? Et je sais qu'il y avait une délégation camerounaise que je salue aujourd'hui en disant que si vous avez vu quelque chose dans le pays des hommes intègres, qui est le Burkina Faso, ça veut dire qu'il y a de l'avenir. Moi, je dis aux Africains de faire confiance à ces États parce que c'est les prémices, n'est-ce pas, du panafricanisme qu'on ne cesse ici de prôner et de parler, d'encenser et ne les décourageons pas. Disons-leur plutôt beaucoup de courage, mais ne comptez pas sur cette CEDEAO parce qu'elle n'est pas là pour les hommes. Parce que si elle était là pour les hommes, elle devait comprendre que votre peuple est derrière vous et que le peuple est derrière leur armée. Ça veut dire qu'il y a un projet au fond. Donc tout ce qu'il devait faire, c'est de faciliter, n'est-ce pas, cet échange et cette libre circulation telle que voulue par les pays de l'AES. Merci. Docteur Etsoussé, c'est derrière vous qu'on va aller au sujet, au thème principal, mais pour finir avec notre sujet d'accueil, Thomson est en train d'indiquer effectivement que l'AES devrait continuer son chemin sans toutefois se contenter de ce que la CEDEAO devra faire, parce que cette CEDEAO ne tentera jamais de vouloir le bien ou bien de s'inscrire dans la vision de l'AES, mais tout de même, alors que l'AES a tendu la main et que la CEDEAO n'a pas eu à répondre, chez Lulosson a donné une grille de lecture qui permettait d'avoir des éléments de réponse là-dessus. Est-ce qu'il ne pourrait pas avoir un impact, surtout au niveau des quotidiens, des populations, notamment les peuples de l'AES et les peuples également de la CEDEAO? Je pense que cette question de fraternité-là qui intéressait davantage les dirigeants de l'AES, du pourquoi ils regrettent cette discussion qui est au point mort en ce moment. Effectivement, il faut dire que l'aîné a fait un très brillant exposé. Il a posé le problème et même il a conseillé non seulement les dirigeants de l'AES, mais les peuples africains. Il faut dire que nous tous les Africains, nous sommes des peuples frères. Du point de vue historique, nous sommes des peuples frères et c'est l'impérialisme qui nous a rendu ce que nous sommes aujourd'hui. Il faut déjà partir de là. C'est-à-dire que par le passé, on ne connaissait pas Burkina Faso, on ne connaissait pas Côte d'Ivoire, on ne connaissait pas Sénégal et autres. Nous étions tous l'Afrique. Raison pour laquelle les composants sociologiques de l'Afrique, on les retrouve un peu partout. C'est-à-dire qu'au Cameroun, on les retrouve, vous allez en Guinée équatoriale, vous retrouvez les Fang, vous allez au Gabon, vous retrouvez les Fang, vous allez les Bassa, vous les retrouvez au Libéria et autres. Donc tous, et vous savez que de par la science, on a même pu reconstituer la langue unique, historique, n'est-ce pas, ontologique de l'Afrique. On a pu la reconstituer aujourd'hui et avec l'impérialisme, elle l'a changé, n'est-ce pas, au fur et à mesure du temps et en fonction des points où on se trouve. Il faut le dire. Ça veut dire que l'AES, aujourd'hui, cette organisation sous-régionale, était une organisation dans la CEDEAO. Mais juste que ils sont partis de quoi? Quels sont les mobiles qui créent la CEDEAO je crois en 74 ou en 75, quelque chose comme ça. Déjà bien avant en 64, il y avait déjà certaines réclamations, mais en 75, si mes souvenirs, entre 74 et 75, lorsque la CEDEAO est créée,
Les pères fondateurs sont, je crois, Yakubu du Nigeria et Adema, je crois bien, du Togo, Nyasimbe, je crois, quelque chose comme ça. Alors, qu'est-ce qui crée cette CEDEAO? La CEDEAO veut s'affirmer comme organe sous-régional. Mais il faut dire que cette CEDEAO est née d'un héritage colonial qui était l'AOF. L'Afrique occidentale française. Après, je vous ai parlé ici, lors des conquêtes françaises qui voulaient relier, n'est-ce pas, Dakar au Niger, n'est-ce pas? La France, étant sur le terrain, a voulu se tailler le plus gros empire, n'est-ce pas, en Afrique, et avait trouvé donc la plus grande partie dans l'AES, dans l'AOF, et c'est ainsi que va naître la CEDEAO. C'est-à-dire que on crée la CEDEAO après, puisqu'on est quitté de la colonisation, on donne les indépendances et autres. Donc la CEDEAO est un instrument maquillé du néocolonialisme pour continuer, n'est-ce pas, à servir les intérêts des maîtres sur le sol africain. Alors, ces gars de l'AES, naturellement, beaucoup parmi eux, n'étant pas au pouvoir, n'étaient pas d'accord de la politique de la CEDEAO. Parce que, dites-vous une chose, faisons un peu un retour en arrière. Quel est le problème que la CEDEAO a résolu concrètement? Si vous en savez, moi je n'en sais pas. La CEDEAO n'a jamais résolu un problème. D'où le fait que quand ces gars arrivent au pouvoir, il y a une rupture. Il y a une rupture. La rupture est sur 3 points. Le premier point que j'ai noté ici, c'est les coups d'État et la gouvernance. C'est-à-dire que la CEDEAO reproche à ces gars d'avoir pris, n'est-ce pas, le pouvoir par les armes. Et voilà comment les relations vont se détériorer. Et ces gars disent à la CEDEAO que nous avons pris le pouvoir parce que la gouvernance néocoloniale ne fonctionne plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on tombe au deuxième point, qui est même le point le plus important. Pour ces gars, leur vision, c'est la souveraineté de l'Afrique. Pour la CEDEAO, on ne voudrait pas la souveraineté de l'Afrique. On voudrait continuer à jouer toujours les relais de l'impérialisme, des gouvernements néocoloniaux. La pomme de discorde, donc, va. Et l'autre point qui est saillant, c'est le point de la sécurité avec le terrorisme. C'est-à-dire, la CEDEAO, lorsqu'elle menace ces gars de l'AES, la CEDEAO va jusqu'à menacer l'AES d'une intervention militaire de la CEDEAO. Pourtant, ces gars vous disent que nous, on vit le terrorisme depuis la CEDEAO n'a jamais rien fait. Comment subitement, quand nous voulons prendre notre destin en main, vous nous brandissez une intervention militaire? Vous voyez là qu'il n'y a pas de sérieux. Voilà les gars qui vivent le terrorisme depuis des années. Avec tous les moyens impérialistes masqués, on n'a jamais résolu un problème. Mais à partir du moment où ils décident de prendre, n'est-ce pas, leurs propres responsabilités parce qu'ils estiment qu'ils sont grands, au lieu de les encourager, vous les menacez plutôt d'intervenir militairement. Et quand ils prennent leurs responsabilités, ils commencent à contenir le terrorisme. Ça pose problème. Naturellement, ce que vous dites est normal parce que nous sommes tous des peuples frères. Ça crée un problème entre les populations. N'oubliez pas qu'il y a des Ivoiriens de nationalité mais d'origine burkinabé. Il y a des Burkinabés de nationalité mais d'origine ivoirienne. Vous savez tout ce qui se passe dans le melting pot. Dans les frontières, on a une melting pot des populations. Pareil ici au Cameroun, on a des populations, quand vous regardez bien les origines, ils sont nigérians, il y a ceux qui sont tchadiens et vice-versa. Donc, entre ces populations, ça va poser un problème. Ça va poser un problème dans la libre circulation des biens et des personnes. Encore qu'il faut dire dans la CEDEAO, il y avait des problèmes. Aujourd'hui, dans l'AES, ce n'est plus une science, ce n'est plus des explications, c'est un fait. C'est-à-dire que le Malien, il entre au Burkina, il n'a pas besoin de visa. Je ne pense même pas qu'il aura besoin même d'un passeport. Rien qu'avec sa carte d'identité, l'autre entre Niger et autre chose qui n'est pas possible dans la CEDEAO. Maintenant, le problème que vous dites amène une scission entre les populations, mais il faut dire que l'Aîné l'a dit.
C'est les populations qui doivent prendre leur destin en main parce que la force de ces dirigeants de l'AES, n'est-ce pas, provient du peuple. C'est le peuple qui les soutient. Et ce peuple qui a besoin de souveraineté, qui n'a plus besoin de la même mise occidentale, aujourd'hui, je pense qu'ils ont dépassé ces problèmes de vraiment, on a des attachements ivoiriens parce qu'ils savent une chose. Quand la politique coloniale veut sévir sur vous, elle s'en fout, n'est-ce pas, de vos origines, de vos attachements et tout. Elle sévit avec une méchanceté à nul autre pareil. Alors, ils ont dépassé ça. Nous continuons à être des peuples frères, mais en matière de politique, nous soutenons la vérité. Si tu veux, même dans une même maison, il y a les enfants qui décident de soutenir la vérité au détriment de la parenté. Et il y a ceux qui décident de soutenir le mensonge, n'est-ce pas, aussi, au profit, je ne sais pas quoi, de la malhonnêteté. Donc, le temps est arrivé. Les masques sont en train de tomber. On connaît qui est qui. Nous autres, ce que nous faisons, c'est soutenir haut et fort les dirigeants de l'AES parce qu'ils ont compris d'où se trouve le vrai combat. Le vrai combat, c'est la souveraineté de l'Afrique. Et maintenant, ce combat, vous voyez comment les masques tombent. On comprend qu'on a touché où ça fait mal. Et nous exhortons, dans la même lancée que mon aîné Thompson, nous exhortons tout le reste de l'Afrique de prendre le bon exemple. Prendre le bon exemple, peut-être un mot en une minute ou deux, Nabaloum Abdoulaye, pour sortir de cette question, ce sujet d'accueil. À l'heure actuelle, Thompson ayant le soulignait, et puis Dr Soussé est encore revenu là-dessus. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire justement? Parce qu'on peut quand même indiquer qu'il y a un point positif néanmoins qui a été souligné, c'est que les pays de l'AES ont eu à indiquer et justement qu'ils doivent aller dans le cadre de l'autonomie financière en finançant eux-mêmes la Banque des États de l'AES qui devra ouvrir ses portes très bientôt. On va aller sur l'effort confédéral, un prélèvement de budget sur chacun des pays membres à partir bien sûr des efforts fournis par les populations de l'AES. Alors, je soutiens fermement cette vision que il faut vraiment soutenir les leaders de l'AES, notamment leurs excellences, le capitaine Ibrahim Traoré, le général Assimi Goïta, le général Tchani, leur vision de vraiment mener le combat de la libération de leur territoire, le combat ou en tout cas la volonté de construire le développement autrement que le mécanisme ou la façon de faire imposée par l'impérialisme. Je voudrais aussi faire remarquer que la CEDEAO est un modèle inspiré, ou en tout cas est un modèle qui a évolué, parce que l'idée initiale des pères fondateurs a été mutée par le monde impérialiste colonial qu'il a voulu transformer à l'image, quand vous regardez très bien, du modèle de l'Union européenne. Et on voit effectivement pourquoi toutes ces agitations et toute cette mainmise sur cette institution et également l'Union africaine. Donc c'est un modèle qui connaît aujourd'hui des limites parce que vous êtes sans savoir aussi que le modèle, en tout cas de l'Union européenne tel qu'il a été implémenté et vécu jusqu'à aujourd'hui, est en phase de connaître des sérieuses difficultés institutionnelle et vraiment existentielle. Donc c'est pourquoi la question de refondation de la CEDEAO et de l'Union africaine et de l'ONU sont des problématiques importantes qu'il faut vraiment intégrer quand on est leader, quand on est gouvernant, parce que l'évolution du monde appelle à d'autres formes de gouvernance, à d'autres formes de pouvoir se soutenir. Aussi, je voudrais également faire Nabaloum Abdoulaye qui est coupé donc par quelques de connexion. Thompson voulait réagir, mais vraiment en une minute parce qu'il va falloir qu'on passe au sujet principal. Oui. Attends, non, c'est que le sujet est tellement préoccupant qu'on peut rappeler, n'est-ce pas, à ces vassaux de la CEDEAO que quand vous sanctionnez... Nabaloum, permettez que Thompson finisse, on vous rejoint. Quand vous sanctionnez
quand vous sanctionnez les États de l'AES, est-ce que c'est Tiani que vous sanctionnez? Est-ce que c'est le général Ibrahim Traoré que vous sanctionnez? Ou bien c'est le général Assimi Goïta? Non, c'est les peuples souverains que vous sanctionnez, que vous demandez qu'ils meurent de faim, que vous demandez qu'ils meurent de maladie parce qu'ils ne peuvent pas se soigner, que vous demandez qu'ils meurent avec leurs produits parce qu'ils ne peuvent pas, n'est-ce pas, aller les vendre. Donc, il faut qu'on arrête, n'est-ce pas, de cautionner ces leaders qui ne pensent qu'à eux. Parce que si vous pensez au peuple, vous allez écouter la voix du peuple et vous comprendrez que seul le peuple est souverain et les États de l'AES sont soutenus par leur peuple. Donc, la CEDEAO n'est pas pour les peuples, mais les États de l'AES sont là pour les peuples et l'Afrique en général. Merci Thompson. Et oui, Nabaloum, vous allez chuter, vous avez 1 minute. Alors, merci bien. Je voulais chuter pour dire que, effectivement, la refondation de la CEDEAO est essentielle et très fondamentale, notamment pour ce qui concerne, nous allons devoir peut-être avec la deuxième thématique, quel est le poids ou en tout cas l'influence que la CEDEAO, cette organisation sous-régionale, a sur les systèmes de gouvernance. Et je pense que c'est le véritable nœud qui crée le désordre ou en tout cas le désaccord fondamental entre les peuples et puis cette organisation. Merci. Voilà donc... on passe directement donc au thème principal, le thème bien sûr qui concerne la Guinée-Bissau avec la rencontre hier qui s'est tenue par visioconférence, la session extraordinaire des chefs d'État qui ont eu donc au rendez-vous. On peut quand même évoquer qu'il y a plusieurs éléments qui ont été faits. On note qu'il y a eu l'exfiltration du président Umaro Sissoco Embalo, la rouverture des frontières ainsi que d'autres personnes qui sont rentrées. Et Umaro Sissoco Embalo est du côté du Sénégal avec l'entretien notamment mené par les autorités sénégalaises. Le président Faye avait eu à indiquer cela. Il y a également aussi, pour pouvoir le noter, la CEDEAO qui a demandé à ce que l'ordre constitutionnel soit fait, mais du côté de Bissau, un comité restreint de médiation doit être mis sur pied et celui-ci va aller discuter des formes de la médiation avant d'évoquer d'autres points. C'est justement cela. Qu'est-ce que ce comité va aller faire du côté de Bissau? Quels seront les enjeux? Cette CEDEAO-là, donc, qui envisage une médiation. Chez Lulosson, j'ai envie de commencer avec vous sur cette question de la Guinée-Bissau. Ce coup d'État a été fait. La rencontre a été faite hier. Vous avez certainement lu les points qui ont été pris comme résolution, que ce soit du côté de la CEDEAO avec le communiqué de la CEDEAO et même le communiqué promu donc par le ministère des Affaires étrangères et bien sûr des Sénégalais de l'extérieur. Du côté de Dakar, la CEDEAO envisage la médiation. Qu'est-ce qu'on doit observer? À quoi devrait-on s'attendre que les autorités de la CEDEAO vont discuter? Parce qu'il faut le dire, la médiation va être menée par le président togolais Faure Ezozima Gnassingbé. Il y a également le président Neves qui devra être dans le lot, le président Neves du Cap-Vert. Il y a le président Julius Matebio qui est bien sûr le président d'exercice de la CEDEAO et le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye du Sénégal, le pays qui abrite pour l'heure le président Umaro Sissoco Embalo. Chez Lulosson. Son qui n'est pas avec nous. Cette question, je vais vous l'envoyer directement à vous, docteur Essoussé. Vous demandez si... Oui, peut-être pour vous relancer, je disais, il y a la médiation de la CEDEAO qui va être faite du côté de Bissau suite à la réunion qui a été faite hier. Parmi toutes les décisions qui ont été prises, on sait déjà qu'ils ont eu à condamner notamment le coup d'État, demande à ce que l'ordre constitutionnel doit être remis
de façon très rapide. Il y a même la Guinée-Bissau qui a été pour le moment suspendue des instances de la CEDEAO jusqu'à l'ordre constitutionnel soit mis sur pied. Et on a eu le retour, j'ai dit, l'exfiltration du président Embalo ainsi que d'autres compagnons du côté du Sénégal, mais le président Embalo est sain et sauf. Cette médiation donc qui va être constituée des chefs d'État que je venais de signaler, du Togo, du Cap-Vert, de la Sierra Leone qui occupe la présidence de la CEDEAO et du Sénégal, acteur clé dans ce rendez-vous. À quoi devrait-on s'attendre de cette médiation, ce comité de médiation restreint du côté de Bissau? On va aller discuter de quoi? Parce qu'ils ont indiqué qu'il faudrait le rétablissement de ces mesures de la façon urgente, tout en demandant que la force de stabilisation et d'observation de la CEDEAO doit continuer de garder les institutions puisque les militaires doivent rentrer en caserne. D'accord. Moi, je vous ai dit le matin que ce n'est qu'après cette médiation qu'on vous sortira un communiqué. Avant cette médiation, rien ne se fera. Pourquoi? Parce que simplement, ce qui s'est passé en Guinée-Bissau n'est pas un fruit de hasard. C'est une histoire qui a été montée. Raison pour laquelle ces militaires aujourd'hui... Docteur Yessoussé, très bien. Quand vous dites monter, il faudrait que vous nous expliquiez ce schéma parce que vous savez, dans monter, il y a montage comme quoi, parce que beaucoup de choses le disent que c'est un traquenard entre le président Embalo et puis avec les militaires qui ont eu à prendre le pouvoir. D'ailleurs, même lorsque nous faisons maquiller, vous et moi tout à l'heure, un collègue est venu me présenter une vidéo de médias mainstream où l'opposant principal, Fernando Dias da Costa, qui avait été le premier, avant même notamment la publication des résultats qui devrait arriver, a indiqué qu'il a eu à gagner les élections et qui, jusqu'ici, contrairement à Domingo Ferreira, n'avait pas été arrêté. Il était en lieu sûr et indiquait qu'il se portait bien. Il a eu indiqué sur les médias mainstream, effectivement, encore que c'est un coup de théâtre, une pièce montée entre le président Embalo et puis l'autre. C'est pourquoi quand vous dites monter, il faudrait que vous nous présentez votre montée là. Quelle que soit la figure, oui. Quelle que soit la figure, en faveur ou en défaveur de qui, le coup d'État est déjà un montage. Un coup d'État, c'est un montage. On ne fait pas le coup d'État au célèbre. Vous faites un coup d'État en fonction des intérêts, en fonction du côté où l'on se trouve. Le coup d'État, je dis bien, c'est un montage. Pour le cas échéant, j'ai dit, je vous ai dit depuis avant-hier que le cas de la Guinée nous pose assez de problèmes au niveau de la réflexion. Il pose assez de problèmes au niveau de la réflexion. Pourquoi? Parce que le coup d'État est trop facile. C'est un coup d'État qui a été facile. Et donc, la suite, les mécanismes mis en place pendant, après le coup d'État sont aussi très faciles. C'est-à-dire, on fait le coup d'État. Celui qu'on attend au pouvoir, qui fait le coup d'État, on ne le voit pas. Général Denis Tchama, le chef, la maison de la garde présidentielle. Ce qu'ils appellent la maison présidentielle, qui est l'équivalent de la garde présidentielle ici chez nous. Donc le chef de la sécurité du président, c'est lui qui monte le coup d'État. Naturellement, on l'attend. Toute cette journée passe de mercredi. On ne voit pas venir Horta. Et patatas, mercredi matin, on commence à dire non, attendez. On a encore une concertation, on vous dira le chef de la chaîne et on voit arriver Horta qui lui, il y a quelque temps, a, n'est-ce pas, déjoué un coup d'État contre Embalo. Qui lui est tout ce qu'il est grâce à Embalo. On se demande donc, qu'est-ce qui se passe? Et quand il vient, on l'a dit le matin, tout à l'heure encore, on commentait, on fait une sortie avec une prestation de serment. Derrière, il y a la photo d'Embalo. On ne va pas me dire que les gars là sont tellement idiots. Parce que j'ai dit, même quand les gars dans la rue sont contre quelqu'un, on a vu ça ici dans les casses. La première chose, on déchire la photo. Mais derrière, on est en train de prêter serment, derrière, il y a la photo d'Embalo. Et quand on prête serment, on ne nous dit rien. Sauf nous dire ce qu'on nous a dit. C'est-à-dire le jour même du coup d'État, c'est pourquoi on appelle le coup d'État, parce qu'on a constaté que les narcotrafiquants et quelques pontes du régime et consorts étaient en train de trafiquer les résultats des élections en faveur de qui? On ne sait pas. En faveur de qui? On ne sait pas. Mais ce n'est pas Embalo qui déclare en premier qu'il a gagné l'élection. C'est Fernando Dias Acosta. C'est lui qui déclare et Embalo aussi vient déclarer. Et lorsqu'on sait qu'il y a quelque temps,
en arrière, Embalo nous a dit qu'il n'est pas prêt à céder le pouvoir à quelqu'un d'autre. Et qu'on sait que toujours, entre-temps, la seule chose qui a changé, c'est que Embalo a donné certaines concessions, certains marchés à la Russie et à la Chine quand il venait d'être en France. Et la France n'aime pas ça. Un autre indicateur, depuis ce coup d'État, lorsque la France n'est pas pour un coup d'État, on connaît le thème qu'ils emploient. On parle de la junte. Tous ces médias français, aucun ne parle de junte jusqu'aujourd'hui. Aucun, c'est-à-dire lorsque les gars commentent, on a l'impression que les gars légitiment et tout, et la facilité avec laquelle le Sénégal, c'est parce que c'est le Sénégal qui fait un communiqué qui vient nous dire la réunion a eu lieu. Bien avant, voilà. C'est-à-dire que, et c'est eux qui viennent nous dire qu'il y a eu une réunion avant celui de la CEDEAO. Vous faites bien de le rappeler. Il y a eu une réunion qui s'est passée, vraiment, on a pris le gars, on a mis, et c'était une nouvelle maintenant, nous voyons le gars en train d'aller au Maroc. Et les frontières qui étaient fermées à la veille, ce jour, les frontières sont ouvertes quelques temps après, et puis on attend qu'il a été exfiltré. Bon, ça, exfiltré, même je ne veux pas, parce que exfiltré, c'est en cachette, quand on parlait des morts, l'essence. Une opération spéciale. C'est une opération spéciale. Mais ici, on a dit qu'il y a un avion spécial qui était. Donc, il est parti librement en disant au revoir. Autre chose, c'est le seul coup d'État. Je vous ai dit, dans la nouvelle technologie de coup d'État, peut-être les autres vont imiter. C'est le seul coup d'État qu'on a vu. C'est-à-dire que celui qui est pris en otage, qui est le premier appelé pour dire que bon, comme vous voyez là, on m'a pris la situation, mais c'est bon, mais je n'ai plus le pouvoir. Et jusqu'aujourd'hui, jusqu'à ce soir, je suis sûr que For You l'a appelé. Jusqu'à ce soir qu'on l'appelle, il prend toujours le téléphone. Pourtant, nous, on sait que en stratégie, lorsqu'il y a un push, la première des choses, les communications, on coupe. Même quand on avait pris, quand les gars avaient organisé le truc scientifique à Mugabe, là, Mugabe n'était pas joignable au téléphone. Mais ici, là, j'ai dit, ce n'est pas vous qui l'appelez, c'est lui qui vous appelle. Il appelle ses amis et tout. Ça veut dire simplement que, et ça, je vous l'ai dit le matin, pour moi, je crois fermement que, parce que le seul indicateur que j'aurais vu, c'était les médias mainstream, là. Les médias français, là, s'ils avaient commencé à me dire que, oh, la junte et tout, j'allais comprendre que vraiment. Mais depuis, ils sont en train d'habiller, ça veut dire qu'il y a quelque chose derrière. Et c'est un montage, donc vous voyez le montage que je suis en train de dire. Alors, certainement, puisqu'il y a eu des discussions, Embalo a été pris en otage avant d'être exfiltré. Il y a eu beaucoup de discussions passées et tout ce qui allait avec. Certainement, la CEDEAO qui dit qu'il y a des discussions, qui dit que la Guinée qui est suspendue et tout, déjà que bon, on est habitué aux suspensions de la CEDEAO qui n'accouchent que de ce qu'ils disent eux-mêmes. Donc, ça ne fait plus peur, même aux États de la CEDEAO. Alors, soit on dit à Embalo, mon ami, le pouvoir là, on peut te le redonner, mais tu rompes tes accords avec la Chine et la Russie. Nous, on n'aime pas les gens qui sont tièdes. On aime les gens, soit ils sont chauds, soit ils sont froids. Soit tu es avec nous, soit tu ne l'es pas. Et tu reprends le pouvoir. L'autre piège, je vous ai dit le matin, dessinant le schéma, c'est que, est-ce qu'on a donné le pouvoir à un militaire, on a dit 1 an, il a fait 1 an. Vous avez déjà vu ça? Parce que l'autre aussi aura le goût du pouvoir. Ça devient difficile. Soit Embalo refuse, et je sais déjà que connaissant l'homme, il va refuser cette offre-là. Et on dit à l'autre que, d'accord, comme toi tu peux faire notre jeu, fonce. Et Embalo prépare sa résurrection. Un autre coup d'État, c'est pour ça que vous avez dit qu'il y a un autre coup d'État qui arrive. Thomson Eyang, c'est quand même de façon vraiment, quand on est sous ce qui est géostratège et puis sécurocrate, l'indique qu'il y a trop de schémas. Le MLA a dit qu'on n'a pas encore retrouvé ce modèle. Est-ce que sur la base de ce qu'il est en train d'indiquer, on peut croire ici là que Embalo a été mis sur coup de pression et que parce que lors de ces récentes sorties où il y avait déjà un rapprochement avec la Russie, même comme lui-même finalement l'indiquait, je suis parfois l'ami de Macron, mais on le voit beaucoup plus avec la Russie, et puis ça a commencé à être gênant.
on lui fait un coup de pression parce que, effectivement, voyant peut-être les résultats des élections qui arrivent, parce que jusqu'ici, il était venu en tant que militaire, mais là, il devait être de façon très légitimée comme chef d'État d'un pays et peut-être revoir donc de façon spécifique ses partenariats et les engager de façon officielle. Vraiment, comme il a dit tout à l'heure, le docteur Essoussé, ce problème est tellement complexe. Ça veut dire, quand tu regardes la stratégie, tu ne comprends pas parce que, il faut dire, il y a d'abord le premier aspect qu'on sait très bien. Embalo Sissoko, quand il était président de la CEDEAO, il était complètement, dans l'escarcelle de l'Occident. Il faisait le travail de l'Occident et tout le monde a vu. Tout le monde a vu au point où on a dit, mais pourquoi ne pas dissoudre cette affaire parce que c'est complètement l'Occident. Mais aujourd'hui, voir Embalo Sissoko donner un autre son de cloche, on comprend aussi les indocilités des Africains qui finissent à un moment donné par s'affranchir. Ça veut dire à un moment donné, ils disent, mais attends, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire pour les autres? Mais moi, je reste un peu sceptique parce que, vous voyez, la maison de quelqu'un n'est jamais loin. Je dis, la maison de quelqu'un n'est jamais loin. Donc ça veut dire, si Embalo Sissoko était pour la rupture avec, la France-Afrique, ou soit les forces occidentales, il devait peut-être se retirer vers les États de l'AES. Moi, je me dis, les États de l'AES ne sont pas loin du tout. Donc, c'est-à-dire, si il avait la volonté de la rupture, moi, je dis, il se serait retranché vers là et dire, bon, mes frères, ce que je suis en train de faire, c'était pour venir vous rejoindre. Mais par contre, j'ai été stoppé par quelqu'un qui voit autrement, peut-être qui a été, contacté par les agents de la CIA, je sais pas trop, pour prendre le travail que moi j'ai essayé de voir. Donc, pour dire, c'est tellement complexe au point où on ne comprend pas. Et moi, je dirais, vous voyez, c'est vous qui êtes victime, n'est-ce pas, d'un coup d'État. Mais vous avez votre téléphone. Vous savez que le téléphone, de la communication, c'est le premier moyen qu'on te coupe parce qu'il ne faudrait pas que tu donnes nouvelles, qu'on sache même où tu es. Parce que toi, même parfois, quand on te dit, quand tu te réveilles, tu es dans le noir, tu ne sais même pas où tu es. Et puis ta famille, même, tu ne peux même pas connaître où est ta famille. Donc, vous comprenez que c'est quelque chose qui est en train, c'est un positionnement clair qui est en train de se passer. Quand vous voyez la médiation, le Sénégal, on connaît déjà ceux qui sont à la tête du Sénégal. On l'a dit plusieurs fois, qui ne sont pas favorables pour les États de l'AES, malgré qu'ils sont jeunes et qu'ils ont montré à un moment donné qu'ils voulaient aussi rentrer dans la dynamique des BRICS et tout ce qu'on sait. Bon, regardez aujourd'hui la trajectoire, quand on voit ces présidents, notamment Diomaye Faye, en Europe, vous voyez comment est-ce qu'ils se comportent. Alors, moi je dis, il y a un problème avec le Sénégal. Moi je dis, le Sénégal n'est pas favorable par rapport aux États de l'AES. Le Sénégal fait partie, n'est-ce pas, des vassaux qui sont là pour continuer, n'est-ce pas, le travail de l'Occident. Donc, pour Embalo Sissoko, moi, je crains, il ne peut jamais, il ne peut jamais changer d'arme d'épaule. Moi, je le dis, il a tout simplement voulu passer la main aux France-Africains et dire, bon, ok, il n'y a pas de souci, quelqu'un d'autre peut faire le travail que je fais. Parce que vous allez voir, cette médiation, elle sera faite. Quand vous le dites, Thompson, pour vous relancer, Thompson, même si Nabaloum Abdoulaye, qui était déconnecté, est de retour, quand vous le dites pour vous relancer, vous dites qu'il ne peut pas changer de camp. Ça, c'est quand même une affirmation que vous faites peut-être sur la grille des analyses que vous seul avez. Mais quelqu'un qui, au soir d'une élection, était très engagé en indiquant de façon très claire qu'il a eu 65%. Non, je ne voudrais pas dire qu'il a eu il n'a jamais eu à dire qu'il a 65%. Sissoko Embalo, puisque nous avons eu à traiter l'information, cher monsieur. Embalo a plutôt dénoncé le fait que l'on n'est pas en train de respecter notamment la loi électorale, celle qui indique qu'aucun candidat
ayant rempli dûment les conditions, devrait attendre la publication des résultats de la CNE. Ce que je suis en train de vouloir dire, c'est que quand il avait eu à voter, il avait dit qu'il est sûr qu'il sera le premier président à aller au magistère présidentiel sans toutefois passer par le second tour. Mais cette confiance qu'il avait quand même de lui de pouvoir partir, et que par la suite, il y a eu notamment cette prise de pouvoir, parce que si peut-être il n'y avait pas jusqu'ici une prestation de serment, je serais peut-être en train de comprendre les mobiles que vous avancez, mais l'analyse que vous êtes en train de faire, mais il y a eu prestation de serment, et quand il y a prestation de serment, cela voudrait dire quand même que désormais, tout ce qui était là, encore plus qu'on a eu presque à franchir tout ce qui était mis sur pied, cela ne fonctionne plus. Il y a pour le moment une nouvelle institution, même si elle n'a pas encore donné de véritables orientations. D'où la question dont on demandait quel est le rôle de la médiation de la CEDEAO. Est-ce que cette CEDEAO peut aller faire pression sur un pouvoir militaire en ce moment, ou bien il y a d'autres consensus qui ne sont pas présentés de façon officielle? Mais naturellement, il y a d'autres consensus qui ne sont pas présentés de façon officielle, parce que, il faut le voir, c'est pas celui qui serait peut-être le deuxième. Je le dis parce que quand Embalo Sissoko dit qu'il sait lui sera le premier président à avoir, n'est-ce pas, brigué le mandat à un tour, tu vois, je veux dire les élections en un tour. Alors, vous voyez que ils étaient dans la dynamique élective. Alors, mais est-ce que le coup d'État a été perpétré pour que le deuxième prenne? Non, on est en train de rentrer un peu dans le coup d'État au Gabon. Ça veut dire que celui qui est même favorable, on se souvient très bien, celui qui est même favorable et qui a parfois des programmes dans le sens de la rupture, n'est pas celui-là qu'on vient rétablir dans l'ordre constitutionnel en disant que bon, si on ne peut pas, si le coup d'État a été perpétré, c'est parce que celui qui est leader, ou soit celui qui dit qu'il a gagné, celui qui dit qu'il a gagné, a un projet politique qui ne rime pas avec les aspirations des peuples, ou soit il n'est pas dans la rupture de ce que nous on attend. Et puis maintenant, le coup d'État voudrait plutôt mettre en lumière celui qui avait le plus bon projet, qui fait partie, n'est-ce pas, je veux dire, de la pensée des aspirations des peuples. Donc ce n'est pas ça que nous sommes en train d'observer de l'autre côté. Ça veut dire que ce n'est ni le premier, ni le second qui sera investi, mais c'est plutôt quelqu'un qui a, il faut bien comprendre, celui qui a déjoué le coup d'État venant droit pour Embalo Sissoko. Donc il faut comprendre qu'il y a quelque chose au fond de très compliqué que nous saurons dans les prochains jours. Moi, je sais très bien que ce qui se passe de l'autre côté est tellement masqué, parce que, vous savez très bien, on a eu à déchiffrer plusieurs types de coups d'État. Bon, je vous prends l'exemple de la Côte d'Ivoire. Oui, vous allez chuter par là. Quand vous voyez la Côte d'Ivoire d'à côté, on a vu comment le coup d'État a été orchestré, a été organisé. On a eu le montage de ce coup d'État. On a vu comment Ouattara et Guillaume Soro, qui étaient des vassaux de l'Occident, qui ont fait pénétrer, n'est-ce pas, les agents, les casques bleus jusqu'à la présidence et aller faire des gaffes terribles. Mais Embalo Sissoko n'a pas, il avait son téléphone dans la poche. C'est lui qui communique, qui dit que non, ma famille est là, tout le monde se porte bien, et puis un jet privé vient le chercher pour l'amener. Moi, je dis, quand il y a un coup d'État, vous, le chef de l'État, vous êtes d'abord le premier prisonnier, ça veut dire la première personne, la première otage. Donc on vous prend, on vous met, vous êtes pris en otage. Quand vous êtes pris en otage, vous êtes privé de toutes vos libertés. C'est ce qu'il faut dire. On a vu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. On a vu comment on a même frappé le patriarche Gbagbo. Il a été frappé, même son épouse. Donc il faut dire que pour moi ce n'est pas un coup d'État, c'est juste un jeu je vais dire un classement de pions, et nous allons voir clair dans les jours à venir. Donc il n'y a pas eu coup d'État, il y a juste Nabaloum,
Abdoulaye, parce que vous attendiez depuis, il nous reste quand même une vingtaine de minutes. Vous allez réagir et permettre également à Chez Lawson qui avait été déconnecté. Vous avez également suivi de bout en bout cette situation du côté de la Guinée-Bissau où il y a plusieurs thèses et analyses qui se retrouvent entre ce qui est et ce qui n'est pas, les possibles schémas. Mais nous sommes en train justement de voir la facilité avec laquelle les événements sont rapidement allés, parce que c'est comme si à peine il y a eu notamment, et puis on perpètre un coup d'État, nous on va quand même aller dans ce sens. Ce sont des analystes qui peuvent dire si c'est ça ou c'est pas ça. À 24 heures, à moins de 24 heures, notamment de la publication des résultats. Et puis par la suite, on avait eu à alerter du côté de For You Media qu'on risquerait de se retrouver dans une situation de crise. Je me souviens également de ce récit-là que nous avons réalisé lorsque Fernando da Costa avait annoncé qu'il a gagné les élections, au moins au lendemain, 3 jours avant notamment que les résultats soient publiés. Cela alertait déjà d'un état de crise qui devait arriver, parce que si les résultats venaient et que cela ne corroborait pas avec ce que lui, Fernando, avait eu à dire, le pays devait se retrouver dans une situation peut-être plus terrible que celle-ci. Mais on a sorti un autre jeu qui est là où les hommes en tenue prennent le pouvoir. Vous connaissez tout ce schéma-là. Aujourd'hui, donc, la médiation de la CEDEAO est en train de partir. Elle a eu à pondre des communiqués. Le Sénégal est un acteur majeur de par sa proximité avec la Guinée-Bissau. Quelle est la lecture que vous faites de cela? Pensez-vous qu'une médiation de la CEDEAO, parce que vous disiez qu'on aura l'occasion d'en parler, elle peut faire quelque chose concernant cette situation qui se vit du côté de la Guinée-Bissau? Alors, effectivement, je disais que c'est l'occasion pour nous de revoir un peu les actions de la CEDEAO dans des situations aussi complexes que les coups d'État. Et c'est le classico avec la CEDEAO, et on condamne, après on dit on va envoyer une délégation pour faire l'état des lieux et voir comment est-ce qu'on peut rétablir la situation. Et dans tous les cas où la CEDEAO a intervenu pour rétablir, ce n'est pas l'ordre constitutionnel véritablement qui est recherché. L'ordre constitutionnel est recherché quand le monsieur, ou en tout cas celui qui est appelé à gouverner, ou celui qui est parti, est dans le sens de pouvoir continuer à servir la domination impérialiste occidentale. Donc c'est pourquoi je dis que la posture de la CEDEAO de s'impliquer dans les questions de gouvernance est un échec total depuis le début jusqu'à aujourd'hui, parce que l'intervention de la CEDEAO sur les questions de gouvernance n'apporte rien de plus et ne donne pas véritablement de résultats, en tout cas palpables pour nos populations. Et c'est pourquoi nous dénonçons toujours cette posture qui est de défendre le pouvoir d'un président au lieu de s'inquiéter, au lieu de voir comment est-ce que la crise ou la situation impacte les différentes populations. Mais la CEDEAO s'est inscrite dans cette façon de faire qui est de protéger plutôt les dirigeants qui vraiment sont à son sol et au sol de l'impérialisme, alors que nous aurons souhaité vraiment que la réaction, ou en tout cas l'ensemble des actions que la CEDEAO devrait poser, part dans le sens de protéger, de servir les intérêts des populations. Quand cela ne tienne, on pourra revenir effectivement sur la situation intervenue en Guinée-Bissau. Quand j'ai suivi les événements, je me suis dit, ben, voici un deuxième Olinguema du Gabon. Parce qu'un coup d'État, de mon point de vue, il y a deux types de coups d'État. Le premier coup d'État est celui où l'armée constate qu'il y a un problème sérieux qui menace les populations, qui menace le pays. Et donc, c'est dire que les gouvernants qui sont là ne travaillent plus dans les questions de souveraineté, dans la question de préservation des populations, et l'armée intervient pour effectivement retirer le pouvoir, pour résorber, trouver des solutions aux dérives autoritaires des gouvernants. Ça, c'est la première catégorie. Le deuxième cas que je considère, c'est ceux-là qui viennent prendre le pouvoir parce qu'ils ont soif du pouvoir. C'est-à-dire que
Ils sont là, ils veulent, il y a quelqu'un qui est au pouvoir, ça ne les plaît pas, eux, ils veulent diriger, donc ils viennent pour prendre le pouvoir. Donc, voici les deux types de coups d'État que je caractérise. Donc, j'essaierai de coller ces deux cas-là par rapport à la Guinée-Bissau. Alors, le premier élément qui est très frappant et très parlant, vous regardez l'image, vous voyez, c'est un général, en tout cas, il est très âgé. Celui qui, en tout cas, on dit qu'il a fait le coup d'État. Donc, à le regarder véritablement, on sent véritablement que ce n'est pas un homme qui a la troupe avec lui, parce que à cette posture-là, il n'a pas les hommes vraiment pour conduire effectivement une opération tendant à pouvoir prendre le pouvoir. Le deuxième élément, c'est son âge. Alors, des deux mobiles, est-ce qu'il y a un problème en Guinée équatoriale qui faille, qui nécessite qu'il intervienne pour prendre le pouvoir? Grande interrogation. Deuxième pouvoir, est-ce qu'il a soif de pouvoir? C'est là que, effectivement, on peut rentrer dans les questions d'arrangement institutionnel, dans les questions d'arrangement avec le président Embalo sortant, au regard de la situation politique actuelle, ou en tout cas les élections qui étaient en tout cas dont les résultats étaient en attente. Donc c'est dans cette perspective-là qu'on peut effectivement mener la réflexion pour voir, et les faits montrent véritablement qu'il y a un accompagnement qu'on ne perçoit pas, en tout cas les tenants et les aboutissants, parce que est-ce que le coup d'État, il y a eu des coups de feu? Ça, c'est la première question. Deuxième question, les populations. Quelle est la réalité, la réaction des populations par rapport à cette situation? Voilà. Pour moi, ce sont des indicateurs forts qui montrent, ou en tout cas qui donnent des signaux, des prémices sur l'issue, ou en tout cas ceux-là qui ont fait le coup d'État, l'orientation qui peut être dégagée. Qu'à cela ne tienne, bon, pour ce qui concerne la délégation de la CEDEAO, je pense que, je ne ferai pas de commentaires parce qu'on connaît l'issue de cette situation. Maintenant, ce qu'on peut s'interroger, c'est après, effectivement, que Embalo puisse se retirer au Sénégal, qu'est-ce qui va se passer pour ces nouveaux dirigeants? Qu'est-ce que les populations, en tout cas, qu'est-ce que les populations vont ressentir par rapport à cette situation reste véritablement la grande question. Mais de mon fort intuition, je pense que nous sommes dans un scénario à la gabonaise, et c'est ce que, en tout cas, personnellement, je perçois pour cette situation que vit la Guinée-Bissau au lendemain de ce coup d'État. Merci. Chez Lawson, on vous rejoint. Nous sommes pris par plusieurs grilles d'analyse pour comprendre véritablement ce qui se vit en Guinée-Bissau. Nabalo Mabdoulé a apporté un regard tout à l'heure en indiquant qu'il y a soit la boulimie du pouvoir, soit on est venu résorber un problème, mais également aussi c'est que les élections sont très bien tenues en Guinée-Bissau. Tout le monde a eu à saluer, même l'opposant Fernando Dias Acosta, même si au lendemain il est venu indiquer qu'il avait eu à gagner des élections. Quand on parle d'un phénomène de montage, qu'est-ce qu'on doit comprendre? Parce que au-delà quand même de la posture du président Embalo, qui était parfois proche de Paris, on a observé quand même que ces derniers temps, il avait un fort rayonnement du côté de la Russie, et une partie d'ailleurs de son sous-sol avait été cédé à la Chine et à la Russie. Est-ce que ceci ne lui a plus valu un peu la posture d'une sorte de persona non grata qu'on ne voulait plus, et qu'on se disait que s'il continue à être là, il va faire foirer notamment le plan qui est davantage d'investir la Guinée-Bissau au regard notamment des raisons aussi évoquées par les autorités militaires, comme quoi des narcotrafiquants de drogue, certains hommes politiques qui avaient des idées de stabilité et autres. Qu'est-ce qu'on comprend là-dedans? Que peut notamment cette médiation, ce comité restreint? Qu'est-ce qu'il va faire du côté de la Guinée-Bissau? C'est pour demander de donner le pouvoir? Est-ce que ce sera possible? Ou bien on envisage d'autres tractations? Je pense que c'est la question que vous posez, elle est très pertinente. Il faut approcher cette question avec beaucoup de parcimonie et ne pas se lancer dans des conjectures
Je pense qu'il faut faire une lecture assez objective de la situation et je partagerai volontiers l'analyse de mon ami du Burkina Faso. Parce que ceux qui pensent que c'est pas un coup d'État, je ne partagerai pas cette analyse. C'est un coup d'État. Il faut appeler un chat un chat. Je pense que c'est Camus qui disait qu'il faut bien nommer les choses. Autrement, on ajoute encore du malheur au monde. C'est un coup d'État. Il faut le reconnaître comme tel. Le 26 novembre 2027, des militaires annoncent avoir pris le contrôle total de la Guinée-Bissau, arrêtant le président sortant ainsi que des hauts responsables. Et on dit que c'est pas un coup d'État. Je suis quand même assez surpris. L'armée suspend le processus électoral en cours, en l'occurrence les résultats des élections présidentielles et législatives, et impose un couvre-feu, ferme les frontières terrestres maritimes et interrompt les médias. Au lendemain, le général des forces armées, le général Horta, a été nommé président de transition, chef du groupe militaire au pouvoir. Alors, nous sommes dans un scénario de coup d'État. Mais quel coup d'État? C'est la question qu'il faut se poser. C'est un coup d'État contre le peuple bissau-guinéen. C'est un coup d'État contre un processus électoral, contre un processus démocratique. C'est un coup de force. On ne veut pas accepter le résultat des urnes. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, le pouvoir appartient au peuple. On revient aux principes fondamentaux de la démocratie. Le pouvoir, si on part du principe que le pouvoir appartient au peuple, et quand ce peuple s'exprime, fait son choix, eh bien, on doit être en mesure, n'est-ce pas, d'accepter le mode de désignation des chefs, parce que ces chefs-là présentent des politiques, une manière de gouverner, une vision au peuple. Lorsque le peuple donne sa bénédiction, il faut être en mesure de l'accepter. Donc, nous sommes dans un cas de figure où on n'accepte pas les résultats des urnes. On connaît les résultats des urnes. On ne veut pas les accepter. On monte alors un scénario qui permet justement de chamboulonner les choses. Et quand mon ami dit qu'il est proche du cas gabonais, je suis tout à fait d'accord. Donc, c'est un coup d'État. Maintenant, la question est de savoir, est-ce que c'est un coup d'État auquel le président Barrow lui-même a consenti? Parce que s'il est perdant de ces élections, bien évidemment qu'il n'accepte pas non plus le résultat, il ne peut pas s'imposer outre mesure, il pourrait être complice de cette prise de pouvoir par l'armée. Vous savez, c'est un général lui aussi. Il vient de l'armée, même si il est devenu civil entre-temps. Donc, il préfère transmettre le pouvoir à ses hommes beaucoup plus que de le laisser à un opposant. Donc, il peut être complice de ce coup d'État. C'est une hypothèse tout à fait sérieuse qu'il faut, une hypothèse tout à fait sérieuse qu'il faut tenir compte. Mais c'est un coup d'État contre un processus électoral, comme une désignation, n'est-ce pas, des dirigeants de ce pays. Et ça amène la Guinée-Bissau à se retrouver dans sa posture qu'on la connaît, c'est-à-dire un État instable politiquement, un État où les institutions ne sont assez, je dirais, bramballantes, où le trafic, un narco-État, où le trafic de drogue prend de l'importance sur les institutions. Donc, ça crée l'État chaos qui est au service d'un système occidental qui ne permet pas tout simplement que les États africains aient de la colonne vertébrale, aient des structures, des institutions solides pour jouir justement les fondamentaux de la démocratie, c'est-à-dire la gouvernance vertueuse, le respect des droits de l'homme, le respect de la Constitution, le respect des lois et le respect de la volonté populaire. Voyez, donc on revient encore à la case de départ et on crée des situations qui font en sorte que les gens se moquent de l'Afrique. C'est-à-dire qu'on dit, ces gens-là,
leurs institutions ne sont pas. Chez Lou, pour davantage prolonger, quand vous avez justement eu à faire cette grille de lecture, quel est justement le rôle que pourrait jouer la CEDEAO? Qu'est-ce qu'elle part faire? C'est là où également le nœud nous tentons de vouloir comprendre cela, parce que jusqu'ici les choses semblent être dans le flou, mais ce qu'on sait quand même, c'est que Omaro Sissoko Embalo n'est plus l'homme de la Guinée-Bissau. Est-ce qu'il y a des choses justement qui sont en voie d'être faites par la CEDEAO? L'objectif, c'est quoi? C'est d'organiser de nouvelles élections, c'est de dire au président Embalo de revenir au pouvoir, ou encore Fernando Dias Acosta. Qu'est-ce qui va se dire du côté de Bissau avec la CEDEAO? Qu'est-ce que la CEDEAO pense faire du côté de Bissau, et le rôle que joue justement le Sénégal? Comme nous sommes pris par le temps, on vous accorde encore quelques temps pour que vous puissiez développer avant un mot et de Dr. Soucé, et puis nous allons clôturer. Je pense que la CEDEAO doit jouer son rôle. Ce rôle qui elle se veut le garant des institutions, de la démocratie, des principes. Eh bien, ces principes doivent être appliqués. Dans ce cas d'espèce, il y a une élection qui s'est déroulée. Je crois que la première chose, c'est de pouvoir savoir les résultats de ces élections. C'est important. Et les vrais résultats. Et les vrais résultats doivent s'imposer et aux militaires, parce que c'est la volonté du peuple guinéen, Bissau-Guinéen. Alors, je ne pense pas que ces militaires ont raison de faire ce qu'ils sont en train de faire, et la CEDEAO doit, comme il a fait vers les pays de l'AES, montrer qu'il est une organisation sérieuse qui veut vraiment se restructurer, qui veut revenir aux fondamentaux, et il a l'occasion justement de ramener les choses en l'état, c'est-à-dire considérer les résultats de ces élections et faire en sorte que la volonté du peuple soit appliquée. Maintenant, ce n'est pas un coup d'État contre le président Embalo, puisqu'Embalo de toute façon est à la fin de son mandat. De toute façon, s'il a perdu les élections, il n'y a pas raison pour qu'il revienne. Et c'est là où il y a quand même des hypothèses comme quoi il peut être complice de cette situation assez ubuesque, assez rocambolesque, pour lui permettre quand même d'avoir ses hommes au pouvoir sans avoir respecté, n'est-ce pas, la volonté des jeunes. De toute façon, la CEDEAO doit montrer qu'il n'est pas en état de coma cérébral, qu'elle a encore de la colonne vertébrale, et il faut respecter la volonté du peuple. Le peuple doit rester, je dirais, un instrument de mesure, un instrument de résolution également des conflits, la volonté du peuple, et ces militaires doivent comprendre qu'ils plongent encore la Guinée-Bissau dans une forme de confusion, mais aussi un anachronisme qui ne peut pas aujourd'hui être accepté par les Panafricains. En tout cas, le courant dans lequel moi je me réclame, il faut absolument respecter la volonté des peuples. C'est absolument important pour la stabilité de l'Afrique, pour le développement, et bien pour le respect de la dignité des Africains, si on veut se prendre au sérieux comme État, comme individu, comme Africain, pour reconstruire notre continent. Merci à vous, chez Lawson, mais peut-être nous sommes pris par le temps. Docteur, est-ce que c'est pour sortir? Vous avez écouté ces différentes communications, prises de parole de vos co-discutants, et puis chez Lawson a quand même indiqué qu'il y a des éléments qui prouvent que nous sommes ici dans une sorte de coup d'État, et ça il faut le dire, que c'est un fait, mais maintenant c'est lequel? Néanmoins, quand même, dans cette grille de lecture où chacun essaie de se retrouver, s'il a en faveur ou à la défaveur peut-être de X ou de Y, on a quand même pu observer, du moins selon les informations que nous avons menées, des recherches que j'ai eu à effectuer, ça c'était des reportages menés par des chaînes étrangères où des populations indiquaient quand même que depuis un bon bout de temps en Guinée-Bissau, depuis pratiquement quand même la période du mandat du président Embalo, on n'a pas connu des problèmes de salaire au niveau des fonctionnaires. Les enseignants ont été pris en charge, ont quand même bénéficié, c'est-à-dire que des moyens beaucoup plus allégés. On a quand même observé que le regard que la Guinée-Bissau, qui était constamment dans des instabilités de coup d'État, le président Embalo a quand même
poser des bases pour que Bissau, la capitale elle-même d'abord, ressemble à quelque chose qui soit important comme capitale d'un pays, d'où davantage son surnom de général du peuple proche. On a vu notamment l'assentiment, l'adhésion populaire, même si on pourra me dire que les populations sont toujours comme ça quand il y a un homme politique, mais on a vu le dernier meeting du président Embalo. Comment comprendre donc, c'est à ce niveau-là que je voudrais bien comprendre, pourquoi on n'avait pas eu à laisser que les résultats des urnes soient justement publiés. Embalo était content, mais on a eu l'impression que c'est comme si on avait du Camerounais qui se reproduisait là-bas, du Issa Tiroma, qui annonçait avoir gagné les élections, le cas de Fernando Dias, le principal opposant, qu'il faut bien sûr le dire, étant en lieu sûr, il n'a pas été inquiété comparativement à Domingo Ferreira, dont on évoquait l'ancien Premier ministre. Au fait, il faut dire à monsieur Elou que personne n'a jamais dit que ce n'est pas un coup d'État. Et lorsqu'on dit que ce n'est pas un coup d'État, il faut comprendre, on ne dit pas que... Parce que le coup d'État, c'est la prise de pouvoir par des méthodes non réglementaires, point. Dès qu'il y a prise de pouvoir par des méthodes non réglementaires, et les méthodes réglementaires, nous le savons tous, c'est des méthodes démocratiques, c'est-à-dire que par une élection. Autre forme de prise de pouvoir qui n'est pas prévue par votre constitution, on appelle ça coup d'État. Maintenant, juste on questionne le type de coup d'État. Il y a des coups d'État qui se font par des révolutions dans la rue. C'est-à-dire que les militaires ne prennent pas, c'est la rue. Et vous le savez, on a déjà vu ça en Afrique. C'est le cas notamment des pays de l'AES. C'est la rue qui décide. Et même à Madagascar dernièrement, c'est la rue. Et les militaires ont juste fait une récupération, n'est-ce pas? Donc, il y a des coups d'État qui sont militaires. Mais ce que nous sommes en train de dire, c'est que ce coup d'État est tellement scientifique et facile que ça nous pose problème. Conséquence, c'est un arrangement sophistiqué. Vous savez comment on a fait le coup d'État à M. Mugabe? On le sait. C'est-à-dire qu'il est sorti, il a fait un message pour dire qu'il laisse. Mais on voyait bien quelqu'un. Et avant M. Elou, voilà, M. Abdoulaye a fait une grille de lecture que je faisais déjà en journée. C'est-à-dire que quand on fait une étude de celui qui prend le pouvoir en tas, vous convenez qu'il est en train d'entrer dans quelque chose que lui-même ne comprend pas. C'est comme si il est en train de dire aux gens que vraiment la charge, c'est que vous me donnez. Et puis, tout ce qui est fait derrière, on prend un pouvoir. C'est la photo de l'autre qui est encore sur le mur, d'Embalo qui est encore sur le mur. Et tout ça, comme pour dire quoi? Comme pour dire que ça, c'est une vérité, c'est que vous dites. La réalité, c'est que celui qui a apporté, n'est-ce pas, le vent de la modernité, n'est-ce pas, et de la respiration, même de la sécurité, c'est Embalo en Guinée-Bissau. Ça, personne ne peut le contester. Et vous avez fait bien, vous, les reporters qui avez été là-bas plusieurs fois et tout, et dit qu'avec Embalo, on n'a pas connu un certain nombre de frasques au niveau, n'est-ce pas, de la gestion de l'État. C'est-à-dire que arrêt des salaires, non-paiement de ceci, modernisation de ci ou ça. Embalo a quand même ça. Parce que pour Embalo, il faut le dire, il a fait un certain nombre de réalisations et avoir, n'est-ce pas, l'acceptation, l'assentiment du peuple. Parce que dans sa tête, il fallait passer à une élection démocratique. Et il y avait ces défis à relever. C'est pour ça que pour lui, il fallait être non seulement le premier qui a apporté ce vent nouveau, mais qui a apporté une élection démocratique, qui a apporté une certaine stabilité politique. Il était très mal placé. Et il faut savoir, chez nous en pédagogie, on dit que le premier généralement a porté plainte de celui qui a tort. Il court vite pour avoir des témoins. Donc, le premier généralement qui s'élève a dit que j'ai gagné l'élection, c'est celui qui sait pertinemment qu'il n'a pas gagné. Maintenant, celui-là, pourquoi il s'élève? Parce que si vous prenez le cas du Cameroun, comme vous avez essayé de dire, on sait, il était soutenu par qui? Celui qui a dit qu'il a gagné les élections au Cameroun, on savait pour qui il roulait. Celui qui dit qu'il a gagné en Guinée-Bissau, on sait donc pour qui il roule. Alors, quand il le dit et qu'Embalo entre dans la danse, aussi il dit non, si c'est une histoire de rue, allons-y dans la rue. Moi aussi, j'ai gagné les élections. Les gens de l'autre côté se disent, ne laissons pas passer ce gars. S'il passe ce gars et qu'il est légitimement élu,
alors il nous tourne le dos officiellement et il a raison. Puisque nous sommes en train de sortir pris par le temps, qu'est-ce que la médiation de la CEDEAO va aller donc faire du côté? J'ai dit bien la médiation, puisque la CEDEAO n'a jamais résolu un problème. Et on sait pour qui la CEDEAO roule. On n'est pas surpris. La CEDEAO roule pour les impérialismes, ça on le sait, les impérialistes. Alors, la médiation, je vous ai dit clairement qu'elle va essayer d'aller arranger les choses, faire comprendre à ceux-là qu'en réalité le pouvoir que vous avez pris là, toi qui as mené les opérations, on t'a dit de mettre celui-ci pour que le coup d'État ressemble, n'est-ce pas, au Gabon, et que les gens se trompent, n'est-ce pas, de vision, n'est-ce pas, de destination, de destinataires et tout. Maintenant, voici ce qu'il vous reste à faire. C'est pour cela qu'ils ont prononcé, ils ont dit un an sans donner même leur vision politique. Nous sommes aujourd'hui, ça y est, hier, la journée est en train de finir, on n'a pas de communication, ils ne nous ont pas encore dit. Ça veut donc dire, et quand vous avez le communiqué du Sénat qui vous dit que dans les prochains jours, il y a une descente. Les différents médiateurs sont déjà connus. Ça veut dire qu'au plus tard d'ici lundi, on va entendre qu'ils ont été sur place. Et Embalo est au Sénégal, il connaît tout ce qui est en train de se passer. C'est pour ça qu'on ne l'inquiétait pas, parce qu'en réalité, on veut discuter avec lui. Ne l'inquiétez pas, ne le privez de rien. Il y a une discussion parce qu'il recherche quelque chose. D'accord, on sait pertinemment. Et dans le communiqué, on vous dit que le résultat des urnes soit accepté. On sait pertinemment qu'il a gagné l'élection. Alors, si toi, tu nous promets que, M. Embalo, que voilà, vraiment les histoires que tu as fait avec la Chine et la Russie là, on n'est pas dedans. Nous, la France, on continue. D'accord, tu reviens, on sait que c'est toi qui as gagné. Patata, ne soyez pas surpris quand on dit ça à cette jeune. Ils disent que d'accord, nous on voulait voir clair parce qu'on avait vu quelques faux, on a vu clair et tout et tout. Voici les résultats. En réalité, nous partons. Autre chose, Embalo refuse. On dit d'accord, soit la jeune continue, soit son opposant. Oui. Il revient. C'est pour ça qu'il fait pertinemment une sortie ce soir. Pour dire qu'il est en lieu. C'est un média mainstream quand il faut les expliquer. Et j'ai dit, et quand on regarde ces médias-là, ils n'ont pas, ça dit, on ne condamne pas de ce côté, on ne condamne plus d'un autre. Ils ont un langage doux. Ça veut dire qu'il y a des arrangements. C'est pour ça que je vous ai dit que on ne perd rien, surtout que ça va se faire vite, encore que c'est un coup d'État où tout se passe vite. D'ici lundi, je vous rassure qu'il y aura des révélations et des révélations. Embalo, ça passe encore. Pour le moment, il ne se prononce pas du pourquoi et autres. Mais je vous dis, après les négociations, chacun, puisque vous savez, après les négociations, dès que tu es en ballottage défavorable là, dès que tu es paysan là, tu sors pour dire, hein, pour prendre les gens à témoin. Et je vous dis, et c'est où tout va se jouer, parce que si Embalo dans l'histoire là est perdant complètement, il ne va pas laisser comme ça. Il a ses ramifications. Ne soyez même pas surpris. C'est pour ça qu'il dit que même celui qui est là, que d'autres personnes reprennent le pouvoir. Ou alors que celui qui est là, quand on lui dit que bon, toi tu es un fidèle du fidèle, on a voulu que ce soit toi, pourquoi c'est toi, et qui vous disent que non, moi je refasse revenir mon patron et tout. Il y a toutes ces choses qui sont possibles. Moi, je vais me prononcer très très spécifiquement et avec détail après la sortie ou alors après la médiation de la CEDEAO, après cette causerie-là. C'est où nous allons nous prononcer. Parce que cette causerie va accoucher d'un communiqué. Lequel communiqué nous donnera, n'est-ce pas, des grandes lignes. Et à partir de ces lignes-là, on pourra donc soit rallier nos analyses pour voir comment elles peuvent se croiser, soit alors faire des perspectives. Merci à vous, docteur Issoussé. Merci à Liga du côté de la régie qui nous a permis de grappiller quelques 3 minutes de plus. Merci à ceux-là qui sont du côté de la radio, notamment à Kélé. Merci à vous, cher monsieur, chez le Lawson. On aura l'occasion de se retrouver prochainement. Merci pour le coming back que vous avez eu à faire. Merci également à Navarro Abdoulaye qui a disposé de son temps, ainsi que à Thomson on aura l'occasion, cher monsieur Chelou, le temps a été davantage pris par l'autre sujet de l'AES qui était d'autant plus aussi intéressant avec la CEDEAO. Et puis, on n'aura pas eu assez la possibilité aussi de pouvoir accueillir les téléspectateurs. Ne manquez pas ce samedi le rendez-vous donc africain avec l'international. Vous allez retrouver donc Nguéné à la présentation. J'aurai le plaisir de vous retrouver pour le programme d'analyse d'actualité politique du Cameroun, Zoom sur le 237 dimanche. Tous ces deux programmes de ce samedi lorsqu'il sera 16h GMT, heure du Cameroun. Madame, monsieur, au plaisir. Restez sur les programmes de FOYO Média Africa.